la salinité de l'ordre de 35 grammes par litre pour la Méditerranée. Et les eaux saumâtres, ce sont des eaux où il y a une variation de la salinité de l'eau allant de celle des eaux douces et pouvant dépasser celle des eaux de mer. Ces milieux où la salinité peut être assez excessive correspondent au milieu lagunaire, c'est-à-dire des espaces qui sont séparés, ou des zones humides qui sont séparées de la mer par un cordon littoral. Donc il y a un apport d'eau douce pendant la saison hivernale, pendant la période des pluies. La salinité va baisser et par la suite, quand il y a des tempêtes, l'eau marine peut remplir ces couverts-là. C'est le modèle des lagunes de Corba, si vous les connaissez. Donc la salinité va s'accroître, et puis par la suite en été, lorsque il y a une évaporation intense, cette salinité va pouvoir dépasser celle de l'eau de mer. Donc ces différents types de zones humides vont être habitées par des espèces qui ont des exigences écologiques variables, fonction de la nature du substrat, fonction de la salinité de l'eau, mais également fonction de la qualité des habitats que ces espèces peuvent habiter. Alors, les différentes catégories de zones humides, il y a les lacs des retenues. Bon, les lacs sont le lac d'Isère, le lac Ishkel, le lac de Tunis, donc c'est des eaux plutôt marines et des eaux salées. Les retenues de barrage où la salinité de l'eau peut être inférieure à 0,5 g par litre, qui est les barrages du sud et du nord-ouest, qui ou Mogat, région d'Isère. On a les barrages où la salinité de l'eau est relativement élevée par rapport aux eaux douces. C'est les barrages de la Tunisie centrale, notamment ceux de la région de Kéron. On a les cours d'eau majoritairement tous les cours d'eau tunisiens seront un écoulement temporaire, prochain écoulement permanent. Et l'écoulement pendant la période des pluies, c'est un écoulement qui peut générer des inondations. Et dans le cycle normal du cycle, disons, climatique, en dehors des phénomènes des inondations instantanées qui caractérisent d'abord les changements climatiques en cours. On a les prairies inondables, il n'y en a pas beaucoup. Les prairies inondables se trouvent essentiellement au nord-ouest, là où la pluviométrie est très importante, et elles sont couvertes essentiellement par un tapis herbacé pérenne. Il y a très peu de prairies inondables, disons, à couvert herbacé temporaire autour de certains cours d'eau. La salinité est relativement faible, c'est surtout les bordures du cours d'eau, mais avec la pression du pâturage, ces zones humides-là ne présentent pas de couvert végétal. Les sources mais les sources, on les trouve essentiellement soit dans les montagnes ou au piémont. Bref, il y a une certaine variabilité de zones humides, fonction de la nature du milieu, de la pluviométrie, de la topographie, etc. Vas-y. Alors, parmi les espèces, j'ai fait une sélection d'espèces végétales associées à l'eau. Il y en a, disons, globalement, des espèces qui se trouvent dans l'eau et des espèces qui sont associées à un concours d'eau. Vous avez le Tifa, il y en a deux espèces qui poussent. Le Tifa se trouve essentiellement dans des zones où l'écoulement n'est pas très fort, ou elle est dans des zones humides à eau calme. Suivant, vous avez la canne de Provence. J'ai mis la canne de Provence parce que je n'ai pas de photos de fragmites complètement là. Mais c'est surtout les fragmites qui couvrent les zones humides. L'intérêt des fragmites et des Tifa, ça constitue un habitat extraordinaire pour les espèces qui vivent dans l'eau, notamment les oiseaux, des sites pour la nidification, des sites pour la reproduction, et également pour l'habitat, surtout pour les oiseaux migrateurs, et également pour les amphibiens et les autres espèces qui peuvent se trouver dans les milieux aquatiques. La canne de Provence, par contre, elle se développe plus là où il y a de l'eau, mais peut se développer au dehors de l'eau, et c'est une espèce qui a été introduite il y a longtemps, mais qui s'est acclimatée dans nos conditions naturelles. Alors, il y en a qui est intéressante, les lentilles de Jean-Bernard. Il y en a des espèces, c'est des très petites plantes qui se trouvent dans des
dans des eaux calmes et qui peuvent contribuer largement surtout à l'amélioration de la qualité des eaux. C'est très joli comme tapis, surtout quand les eaux ne sont pas polluées. Et on les trouve aussi bien dans des milieux pollués que dans des milieux où la qualité de l'eau est bonne. Là, les fougères, globalement, il y en a avec une vingtaine d'espèces. Et donc, les fougères se trouvent, on caractérise plutôt les milieux humides, on les trouve essentiellement là où il y a de l'eau, des sources, etc. Bon, l'idée générale, il y a plus de diversité de fougères au nord-ouest, mais on peut trouver des fougères dans des zones humides, même sahariennes, mais il y a certaines espèces intéressantes du point de vue écologique, c'est qu'elles peuvent se trouver des espèces saxicoles associées à des milieux rocheux où il y a beaucoup de fragments de genre gigantesques, où ces espèces-là présentent des formes d'adaptation assez extraordinaires et qu'il fallait peut-être étudier, mais qui pourraient c'est les espèces qui sont les plus résilientes, disons, au phénomène soit du réchauffement ou au manque d'eau. La fougère royale, c'est une des espèces les plus rares en Tunisie, les plus menacées aussi. Elle exige une eau de très bonne qualité et une eau aussi permanente. Sur le plan géographique, elle est localisée uniquement au nord-ouest, les stations où se trouve cette fougère royale à l'Èche, elle peut atteindre une taille d'1,5 mètre, parfois 2 mètres pour ce qui est de la taille des plantes. C'est la plus belle des fougères qu'ils ont tunisiennes. Suivante, là, je vais présenter le prêle. Les prêles, ça a un intérêt surtout pour les gens qui font de l'agriculture ou du jardinage, parce qu'on fait le burin de prêle, qui est très utilisé, soit comme disons, herbicide naturel, ou également comme engrais. On a deux espèces de prêles qui connaissent. Celle-là, c'est comme Telmateia. Mais c'est le grand prêle, c'est la grande espèce. Elle est plutôt peu commune et assez rare, localisée pratiquement quelques là, c'est des organes de reproduction, mangent les feuilles. Il y a une autre espèce de prêle qui peut avoir le même intérêt que celle-là, mais qui a une répartition géographique beaucoup plus étendue, mais c'est une espèce sans un intérêt. Ce sont des espèces qui sont associées à l'eau, donc le manque d'eau ou la détérioration de la qualité de l'eau peuvent sérieusement compromettre leur aire de répartition naturelle. Alors, là, il y a une seule population de nénuphars, c'est très joli comme plante. Il y a une seule population de nénuphars, c'est le nénuphar blanc. Moi, je le dis, je m'appelle Chitan, du côté de Sidi Michel. Cette population, c'est un intérêt de conservation. C'est aussi une plante épuratrice de l'eau, de la qualité de l'eau. C'est une plante, mais les exigences écologiques sont assez restreintes. La niche écologique elle est très étroite, donc elles exigent une bonne qualité. Il existe aussi un substrat rugueux, donc très riche en matière organique, et les conditions peuvent se trouver dans d'autres sites, mais on n'a jamais essayé de multiplier le nénuphar. Je ne sais pas si la population elle est, disons, native ou originaire de cette région-là, ou qu'il s'agit d'une ancienne introduction. Dans tous les cas, c'est une seule population en Tunisie qui mérite un effort de conservation parce qu'elle peut avoir un intérêt, notamment dans l'éducation et dans la formation des naturalistes ou de tous ceux qui s'intéresseraient à ce genre de plantes, à ce genre de milieu ou d'écosystème. La fleur est très jolie, mais la floraison elle a lieu essentiellement entre les mois de juin, c'est l'été. Et puis ça fait un très joli tapis de fleurs à la surface. Ça ressemble un peu au lotus asiatique. Alors là, je parle un peu de l'alpicide, juste en citant des espèces. L'alpicide, c'est la végétation qui pousse le long des cours d'eau. Elle est globalement représentée le nombre d'espèces de
mais l'Ultinosa, c'est une plante c'est très joli, mais qui est strictement lié à l'eau. موجودة في الخميرة essentiellement. L'arbre peut atteindre dans la quinzaine de mètres. C'est très joli. C'est sous pression parce que le bois est utilisé dans la confection des ustensiles de cuisine ou les gens qui font de l'artisanat. Les bagues, bon, ça ne paraît pas bien, mais c'est le sol pleureur ou le Salix babylonica, c'est l'osier blanc. C'est une espèce qui a plusieurs types d'intérêts. C'est une espèce qui est associée à l'eau, c'est une espèce de herbicide, c'est une espèce qui n'est pas, qui peut avoir un intérêt aussi ornemental, mais dans les tiges qui sont flexibles sont utilisées surtout en ébénisterie. Mais les populations naturelles sont localisées et l'ébénisterie n'est pas très développée, même s'il y a des objets qui sont vendus du côté de Indra. Alors, la diversité animale liée au cours d'eau, des espèces qu'on appelle les espèces bio-indicatrices les espèces qui sont, surtout les libellules, ça, disons, ça ressemble à l'hélicoptère alors que l'axe. L'hélicoptère a été inspiré, ou la forme de l'hélicoptère a été inspirée à partir des libellules. Ce sont des animaux carnassiers, donc ils se nourrissent, leur nourriture est animale, aussi bien l'adulte que la larve, mais la vie larvaire elle dure de l'ordre de 3 années, alors que la vie adulte ne dure que 4 mois. Les libellules, bon, l'université elle n'est pas bien connue. Elles sont, comme elles sont des espèces bio-indicatrices d'une bonne qualité du milieu, donc la détérioration de la qualité de l'eau ou de l'habitat va automatiquement imputer sur leur abondance et leur répartition. Espèce suivante, les mollusques. Les mollusques sont des animaux acormaux et qui sont associés à des milieux humides, les mollusques. Vu avoir deux facteurs qui contribuent, disons, à leur répartition, les niveaux, l'assèchement des zones humides, les niveaux, les prélèvements excessifs, notamment certes, on consomme beaucoup de mollusques et beaucoup de populations de mollusques ont disparu essentiellement sous l'effet des prélèvements. Ou l'inverse, disons, l'élevage n'a pas compensé, disons, les besoins des marchés en mollusques. Il y a des espèces qui sont très localisées, qui sont confinées notamment dans le nord-ouest, qui ont une valeur commerciale, mais qui kiffent les mollusques et d'autres, on les déclare parce que en été, elles pénètrent dans le sol parmi les racines des phosphodèles et quand on va les berger pour la rendre ou par la suite ils sont vendus pour être exportés. Conséquence, il y a une première réflexion des espèces, comme des espèces qui sont très localisées et qui sont réellement menacées d'un point de vue écologique. C'est une espèce que peu de gens connaissent, c'est un crabe, mais c'est un crabe d'eau douce. L'intérêt de ce crabe d'eau douce, هو انه اول حاجه هو سيكون اوربينيك الجنوب التونسي la répartition globale uniquement l'Algérie et la Tunisie et c'est la partie nord. Vu que cette vague qui a été signalée jusqu'à Siliana, Nadana, etc., mais les populations les consultées visiblement elles auraient disparu. Il y a un besoin, disons, d'explorer surtout les zones périphériques de l'aire de répartition de l'espèce, surtout en Tunisie centrale, probablement au Gabon. Les barrages du Gabon ils sont asséchés, donc cette espèce-là, elle est réellement menacée. Une utilisation n'est pas chassée, elle n'est pas consommée. La taille ne dépasse pas les 4-5 cm, mais c'est une espèce originaire de la région et que la Tunisie doit assumer une responsabilité historique en vue de sa conservation. Les triops. Les triops, ce sont des animaux qu'on voit dans les mares temporaires. Quand il y a de l'eau, surtout les
printanières, les triops, on peut les voir. Ce sont des fossiles vivants, ils n'ont pas évolué depuis le secondaire. Leur stratégie de maintien est extraordinaire dans le sens où ce sont des animaux qui, lorsqu'il y a des mares temporaires, donc la présence d'eau est éphémère, les œufs restent dans le sédiment. Avec la pluie, les animaux éclosent, se développent, se reproduisent, pondent, restent à l'état de dépose dans le sédiment ils peuvent rester jusqu'à 25 ans. C'est une stratégie de survie sur le long terme. C'est ce qui a permis leur maintien dans des régions très arides à hyper arides. Ce sont des animaux très peu connus et peu de gens, il est vraiment difficile de les voir, mais c'est des animaux très curieux et ça ressemble un peu au trilobite de la primaire, mais c'est des animaux qui sont intéressants à connaître et à étudier. Les gens de mares temporaires où il y a des triops, c'était en Tunisie centrale, du côté de la région de Clermont. Il y a plusieurs espèces de triops. Alors, parmi les vertébrés, c'est une espèce étendard, une espèce flagship species. C'est la loutre d'Europe, la loutre d'Eurasie, et elle était signalée globalement. La distribution globale de l'Europe, l'Asie, ou choisir l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est la limite de la distribution est Tunis. Historiquement, elle se trouvait non seulement en Afrique du Nord, mais également dans la Tunisie centrale du Gabon. Actuellement, les années 80, la formation en population également d'Égypte, Ghana. Depuis, on ne sait pas grand-chose sur si l'espèce continue à être présente en Tunisie centrale. Gabon qui a sa propre présence est problématique, mais que l'Ouest continue à exister le long de certains cours d'eau et de quelques barrages. L'intérêt de l'espèce, c'est que c'est une espèce emblématique, disons, des milieux aquatiques. C'est une espèce piscivore qui a besoin de poissons pour se nourrir. Donc la présence de poissons, le stock de poissons, les barrages sont garantis de maintien de l'espèce, mais l'animal peut être victime. Il y a des filets de pêche des pêcheurs qui se trouvent qui pêchent dans des barrages. C'est une espèce, le pleurodèle ou le triton d'Algérie, c'est une espèce d'amphibien, celui-là. Mais c'est un amphibien qui a une queue à l'état à l'état adulte. C'est une espèce qui est confinée essentiellement en Colombie, où je crois qu'il y a une quantité de population relique au Gabon. Elle est intéressante parce que c'est une endémique tunisienne. C'est de la rainette de Carthage, Villa Carthaginiensis. C'est une endémique tunisienne, confinée essentiellement.